Arrestation du terroriste palestinien auteur du meurtre d'Otniel. Il s'agit d'un adolescent âgé d'à peine 16 ans. Il vivait dans un village tout proche de la localité. La coalition qui lutte contre Daesh en Syrie et en Irak veut passer à la vitesse supérieure. Réunion demain à Paris des ministres de la Défense occidentaux concernés, alors que l'EI continue de massacrer des civils, mais donne également des signes de faiblesse. En France, une commission d'enquête parlementaire sur la gestion des attentats commis en 2015. La droite veut savoir si tous les moyens adéquats ont été mis en place par le gouvernement. Bonsoir. Le meurtrier d'une mère de famille israélienne à Otniel est donc âgé d'à peine 16 ans. Ce Palestinien a été interpellé la nuit dernière par l'armée israélienne dans un village tout proche d'Otniel, au lendemain des obsèques de sa victime qui avait été poignardée à mort chez elle avant-hier soir. Maël Benoliel avec Maxime Pérez. Il est environ 5 heures du matin, l'armée israélienne vient de pénétrer dans le village palestinien de Beth Imra. Le raid est mené avec l'appui des services de renseignement du Shabak. À l'image, les commandos d'Ouvdevan, habitués aux opérations coup de poing. En quelques minutes, les militaires atteignent la maison du terroriste présumé qu'ils encerclent. Chacune des entrées est sécurisée, les forces spéciales peuvent pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Dernières instructions avant que l'unité ne fasse irruption dans la chambre à coucher du meurtrier de Daphna Meir. Le terroriste présumé, Mourad Adias, un adolescent palestinien de 15 ans, jusqu'ici inconnu des services de sécurité. Il leur aura fallu moins de 30 heures pour appréhender le jeune homme. Quelques heures après son arrestation, le père de Mourad Adias refuse de croire que son fils est coupable. Je n'y crois pas, je connais mon fils. Même s'il me disait « Papa, je l'ai fait », je n'y croirais pas. Je ne crois pas à un gamin ignorant de 15 ans. Comment pourrait-il faire cela? Comment vous sauriez? Menée par des centaines d'hommes, la traque de l'armée israélienne s'était concentrée dans la région sud de Hébron, en particulier autour des 4 villages palestiniens qui ceinturent l'implantation juive d'Otniel. Lundi, le Premier ministre Benyamin Netanyahou avait juré que le meurtrier de Daphna Meir serait appréhendé tôt ou tard. Son mari et ses 6 enfants orphelins peuvent désormais entamer leur deuil. Alors voyons maintenant comment on a réagi à l'annonce de cette arrestation dans l'implantation d'Otniel, là où donc a été perpétré le meurtre de cette mère de 6 enfants. C'est un reportage de Mathias Inbar. C'est par ce terrain que Mourad Adaïs a pénétré dans la localité d'Otniel. Le terroriste palestinien de 15 ans se rend alors dans un chantier de la maison mitoyenne de celle de Daphna Meir et poignarde à mort cette mère de famille. 48 heures après les faits, il a finalement été arrêté par l'armée israélienne. Une arrestation qui n'apaise pas la peine des amis de la victime. Non. Ça ne m'apaise pas. Oui, nous avons confiance dans les forces de sécurité qui font leur travail. Mais combien reste-t-il de terroristes dans la nature? Trop, selon moi. Le rabbin de l'implantation essaye quant à lui de rester positif. Il préfère parler de paix plutôt que de vengeance. On a besoin de créer un monde de paix, d'humanité, pas un monde de cruauté et de meurtre, de personnes qui ont perdu toute humanité. Et après cet attentat, les jeeps de l'armée et de la police israélienne se succèdent les unes après les autres sur les routes avoisinant Otniel. Des soldats patrouillent également à pied les chemins qui font face aux nombreux villages palestiniens. Une manière également de rassurer les 1000 habitants de cette implantation. Nous savions que les forces de sécurité et l'armée parviendraient à arrêter le terroriste. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours ce qui s'est passé. Nous disposons d'un excellent dispositif de sécurité ultramoderne autour du village. Cela dit, c'est la première fois qu'un terroriste pénètre ici et nous ne savons pas comment cela s'est passé. L'armée est en train d'enquêter sur la question. Après avoir poignardé à mort Daphna Meir dans la maison qui est derrière nous, le terroriste palestinien a ensuite pris la fuite. Il a emprunté ce chemin de terre pour aller se réfugier dans les villages arabes palestiniens qui jouxtent quasiment cette localité d'Otniel.
Et avant de retrouver dans quelques minutes notre envoyé spécial à Otniel, d'abord cette visite qui a été effectuée et qui n'était pas annoncée ce matin du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui s'est rendu auprès de la famille de la victime de l'assassinat d'Otniel. Écoutez la réaction de Benjamin Netanyahou. Celui qui veut voir la vérité sur les racines du conflit entre nous et les Palestiniens, qu'ils viennent à Otniel, voir ici une famille fabuleuse qui voulait simplement la coexistence et la paix. Voir aussi ces jeunes qui attisent la haine, tuent des mères de 6 enfants et déclarent « Nous les exterminerons tous, y compris à Tel Aviv et à Yafo ». Alors l'incitation justement est-elle à l'origine de cette vague de terreur? On en parle dans une demi-heure avec un débat sur ce thème. L'organisation Médecins sans frontières pointe ce soir un doigt accusateur vers l'Europe pour la manière dont les Européens ont géré l'afflux de migrants depuis quelques mois. Une gestion qualifiée de catastrophique par MSF au moment où apparaissent les premiers problèmes liés à l'intégration de cette vague de migrants. En Allemagne, par exemple, première interpellation la nuit dernière à Cologne après les agressions sexuelles lors de la nuit du Nouvel An. Maël Benoliel. L'homme serait âgé de 26 ans et d'origine algérienne. Il a été interpellé dans un foyer de demandeurs d'asile à Kerpen. Soupçonné d'agression sexuelle la nuit du Nouvel An à Cologne, c'est la première interpellation liée au fait qui scandalise l'Allemagne depuis le 1er janvier 2016. Lors des perquisitions, un téléphone portable a été retrouvé. Il aurait été dérobé lors de la nuit de la Saint-Sylvestre. Le colocataire du suspect, un demandeur d'asile algérien de 22 ans, a aussi été arrêté. Les 2 hommes ont été placés en détention provisoire par le parquet de Cologne. Au total, les violences commises la nuit du 31 décembre 2015 ont donné lieu à 766 plaintes, dont 497 pour des faits d'agression sexuelle. Une vague de violence attribuée à des jeunes hommes originaires du Maghreb et d'autres régions du monde arabe. Ces agressions ont relancé le débat sur la politique d'immigration portée par la chancelière Angela Merkel, alors que l'Allemagne a vu affluer plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015. Personne ne parle d'une fermeture totale de nos frontières. Il s'agit pour nous de ne pas laisser n'importe quel migrant être dans notre pays de façon incontrôlée. Nous voulons faire appliquer cela. Rappelez-vous, la constitution allemande et la loi sur la demande d'asile ne permettent pas d'accepter de demandeurs d'asile venant de pays voisins en paix. Cela doit être refoulé. Ce n'est pas une invention de l'Union chrétienne sociale en Bavière. C'est établi dans la loi allemande. Ces derniers pourraient perdre leur droit de rester outre-Rhin en cas de condamnation par la justice, même pour une peine avec sursis. Une mesure souhaitée par Berlin qui durcit le ton. Et en Norvège, maintenant, des cours de bonne conduite sont désormais dispensés aux réfugiés, principalement aux hommes, pour leur montrer comment se comporter dans leur rapport quotidien avec les femmes en Norvège, mais pas seulement. Daniel Atlan. Ils gardent tous leur blouson sur le dos. Dans ce centre d'accueil du sud-ouest de la Norvège, les réfugiés récemment arrivés dans le pays doivent s'habituer à un hiver rude, mais surtout à une nouvelle culture dont ils ignorent les codes. Dans cet amphithéâtre de fortune, des cours sont prodigués aux migrants pour prévenir les violences contre les femmes. Les agressions sexuelles de Cologne sont dans tous les esprits. Ce qui est arrivé à Cologne nous a surpris. Nous avons été très perturbés lorsque nous avons appris que ce sont des citoyens étrangers qui ont fait cela. Cela ne sont pas des humains, nous pouvons les décrire comme des animaux, des personnes malades. Si ces migrants s'indignent tous des violences sexuelles, certains reconnaissent qu'une mise au point s'impose. Il s'agit d'acquérir des repères dans un pays dont les mœurs peuvent leur sembler libérales. Ça dépend d'où tu viens, de ton éducation, de ton expérience de vie. C'est ça qui est très important. Ton histoire est très importante pour ton avenir. Vidéo à l'appui, le cours est illustré d'exemples concrets, avances sexuelles ou simple amabilité. On examine des scénarios où les différences culturelles peuvent provoquer des incompréhensions. Nous avons le sentiment qu'une grande partie du travail de la direction d'un centre d'accueil est de construire un pont entre la résidence et la municipalité locale, la communauté locale. Nous voulons mieux nous connaître, nous voulons que les demandeurs d'asile connaissent les Norvégiens. Ils doivent savoir spécifiquement comment les femmes vivent dans notre culture.
Et les Norvégiens ne sont pas les seuls à parier sur ces cours de respect. Un dispositif semblable devrait rapidement voir le jour en Belgique, au Danemark ou encore dans l'État de Bavière, en Allemagne. La lutte contre Daesh en Syrie et en Irak. La coalition internationale veut passer à la vitesse supérieure. Mais comment agir ? C'est la question que vont se poser demain à Paris les ministres de la Défense de plusieurs pays, notamment occidentaux, concernés, alors que l'État islamique continue de commettre des massacres. On l'a vu ces derniers jours en Syrie, notamment. Léa Berdugo. Le groupe État islamique continue de commettre des violences et des atteintes aux droits de l'homme de façon massive. L'ONU dresse ce constat dans son nouveau rapport. Ces actes pourraient équivaloir à des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité et peut-être un génocide. Par ailleurs, 3500 personnes, surtout des femmes et des enfants, seraient détenues comme esclaves par les djihadistes. Les Nations Unies déplorent des pertes effarantes. Depuis janvier 2014, il y a eu plus de 18 000 personnes tuées à cause du conflit. En plus de 3 millions de personnes qui ont fui leur maison, leurs communautés sont devenues des déplacés internes. Comment répondre à de tels actes? C'est la question que vont se poser les ministres de la Défense de la coalition contre le groupe État islamique. Mercredi, à Paris, le ministre français de la Défense a évoqué la nécessité d'accélérer le tempo. Depuis les attentats de Paris de novembre 2015, les frappes aériennes de la coalition se sont intensifiées en Irak et en Syrie. Les ministres vont également étudier les moyens supplémentaires qu'il faudrait mettre en place, que ce soit le nombre d'avions ou de formateurs pour aider les forces locales à lutter contre Daesh. Par ailleurs, le Canada a été exclu de cette réunion en raison de la décision de son nouveau Premier ministre de ne plus participer aux frappes aériennes. Alors avec nous pour évoquer justement la lutte contre l'État islamique, Bruno Tertrais, bonsoir. Vous êtes membre de la Fondation pour la recherche stratégique, expert pour les questions militaires. D'abord, quand on évoque une étape supérieure dans la lutte contre Daesh, ça fait des mois que l'on parle de cette étape supérieure, on ne voit pas trop à quoi ça peut ressembler. Est-ce que vous avez une idée, vous, de ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour passer à cette fameuse vitesse supérieure contre l'État islamique ? J'ai une petite idée de ce dont les ministres de la Défense discuteront demain. Il s'agit essentiellement d'essayer d'intensifier et de mieux coordonner les frappes contre Daesh qui sont menées d'une part par la coalition dominée par les États-Unis, d'autre part par la Russie. On invitera certainement Moscou à intensifier ses efforts contre Daesh puisque une grande partie des frappes russes ne sont pas du tout destinées contre Daesh. Donc davantage de coordination, des frappes plus intenses, c'est pas ça qui va complètement changer la donne, mais l'idée est effectivement de tenter de passer à la vitesse supérieure et surtout en essayant de se coordonner entre Russes et Occidentaux. Alors il y a la Turquie qui a semblé ces derniers jours peut-être vouloir enfin passer à l'offensive aussi contre l'État islamique. Est-ce qu'à votre avis c'est un acteur qui peut faire pencher, on va dire, la balance nettement en faveur justement de la coalition ? Non, sûrement pas. D'abord par manque de moyens militaires, en tout cas les moyens militaires qu'elle voudra affecter à la lutte contre Daesh ne changeront pas la balance. Deuxièmement, vous vous souvenez de l'incident qui a opposé la Russie et la Turquie, qui pose quand même un problème majeur dès lors qu'on veut essayer de faire travailler ensemble les forces aériennes de ces deux pays, avec en plus les forces occidentales. Et puis enfin, parce que la Turquie, on le sait bien, a son propre agenda, et que pour M. Erdogan, ça reste la lutte contre le PKK, la lutte contre le mouvement autonomiste kurde. Donc je ne crois pas que la Turquie puisse apporter une contribution majeure à cet effort. On dit depuis longtemps que la guerre contre Daesh se gagnera au sol à un moment donné, mais personne ne veut y aller, si ce n'est les forces locales. Est-ce qu'à votre avis, les Kurdes, par exemple, seuls, peuvent réussir à battre l'État islamique au sol ? Pas plus, parce que les Kurdes ont leur propre agenda. Il n'est pas question pour eux de reconquérir le territoire que Daesh contrôle aujourd'hui. Il n'est question pour eux que de créer un Kurdistan viable et d'abord de libérer toutes les zones, selon elles, majoritairement kurdes, et de créer un Kurdistan viable, une région autonome viable, à la fois sur le territoire syrien et sur le territoire irakien. Il ne faut pas compter sur les Kurdes pour aller beaucoup plus loin, et c'est d'ailleurs assez normal. Il n'y aura pas non plus de grande offensive terrestre au sol. Il y aura en revanche probablement
davantage de forces spéciales, davantage d'interventions très ponctuelles, de forces au sol, peut-être même des hélicoptères un jour, mais il n'y aura pas de grande offensive aéroterrestre. C'est le piège dans lequel Daesh voudrait attirer les Occidentaux et les Russes. C'est un piège dans lequel ni les Occidentaux ni les Russes n'entreront. En revanche, on peut imaginer divers types d'actions, je vous dis, des forces spéciales. On espère un jour que les forces arabes de la région seront elles-mêmes impliquées, mais ce sera en tout cas des forces locales, ce ne sera pas des forces occidentales, ce ne sera pas non plus des forces russes. Bruno Tertrais, on a du mal à quantifier aujourd'hui l'impact de ces frappes. On sait qu'elles sont nombreuses, on a des bilans chiffrés chaque jour, mais on dit que l'État islamique a perdu peut-être 30% du territoire qu'il contrôlait. Est-ce qu'à votre avis, il y a eu une efficacité certaine de ce qui est fait depuis plus d'un an maintenant ? Oui, elle est certaine. Premièrement, on a empêché l'État islamique d'étendre plus avant son territoire. C'est fondamental parce que ça affecte le récit de victoire constante, le récit d'expansion inéluctable de Daesh. Et ça, c'est très important pour l'impact psychologique, qui est quand même la première force de Daesh. Deuxièmement, il y a eu des défaites tactiques de Daesh, très clairement. On n'a pas réduit considérablement l'espace contrôlé par Daesh aujourd'hui, mais on leur rend la vie plus difficile. Et c'est déjà en soi une victoire psychologique, autant que militaire, peut-être même plus psychologique que militaire. C'est très important, il faut continuer, il faut même intensifier. Alors, il y a peut-être un élément ce soir là qui est livré par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est un peu la seule source d'informations indépendantes sur ce qui se passe en Syrie. Il parle d'un document interne à l'État islamique qui aurait annoncé à tous ses combattants que leur solde allait être divisé par 2, car l'État islamique affirme traverser une période difficile. Ça peut être justement l'effet de ces frappes sur par exemple, les ressources pétrolières ? Ça peut être un effet de ces frappes. Je ne connais pas ce document, je ne connais pas la véracité. Admettons qu'il soit réel. Ça peut être un effet indirect des frappes sur les ressources pétrolières, bien sûr, mais aussi sur la rétraction du territoire tenu par Daesh, car Daesh aujourd'hui, en termes de financement, c'est essentiellement du racket, des pillages, des enlèvements. Daesh fonctionne largement comme une mafia. Il protège et il ponctionne en même temps. Donc si ce document est vrai, ça annoncerait effectivement peut-être des difficultés financières qui proviennent au moins en partie de l'efficacité des frappes. On dit depuis un an que ces frappes ne servent à rien. Ça n'est pas vrai et c'est peut-être un témoignage de leur efficacité. Dernière question, Bruno Tertrais, le contrepoint de tout ça, est-ce que ça peut être justement une intensification des attentats commis par exemple en France ou sur le sol européen par l'État islamique ? Est-ce que justement s'il est en difficulté, il va chercher à frapper encore plus en Europe ? C'est tout à fait possible, mais attention, il ne faut pas tomber dans le piège qui consiste à dire que si nous frappons, ça accroît le risque d'attentat. Daesh n'a pas besoin de raisons liées aux interventions militaires européennes pour frapper l'Europe. D'autre part, les terroristes qui sont susceptibles d'agir en Europe sont aussi des gens qui veulent montrer leur force et qui ne sont pas liés, malgré leur discours, aux opérations militaires européennes. Il reste que malheureusement, si effectivement Daesh se sent en difficulté et se sent contraint de réduire son territoire, il va peut-être demander, actionner, sponsoriser davantage d'attaques sur le sol européen. Mais encore une fois, méfions-nous des raisonnements trop simples. Ce n'est pas parce que les Occidentaux interviennent en Syrie et en Irak qu'ils sont frappés par Daesh aujourd'hui. Merci Bruno Tertrais de la Fondation pour la recherche stratégique pour cet éclairage. Donc demain, réunion à Paris des ministres de la Défense occidentaux qui participent à cette coalition anti-EI. Le chiffre de la croissance en Chine à son plus bas niveau depuis 25 ans, 6,9% l'an passé tout de même. Mais l'économie du géant chinois est bien en train de décélérer, ce qui inquiète certains experts. Johanna Citruc. C'est son plus bas niveau depuis 25 ans. En 2015, la croissance chinoise a ralenti à 6,9%. Un chiffre conforme aux attentes qui vient une fois de plus confirmer le ralentissement de la deuxième économie mondiale. Basé sur le calcul préliminaire, le produit intérieur brut en année pleine a atteint 67,67 milliards de yuan, c'est-à-dire une hausse de 6,9% sur l'ensemble de l'année. Dans le détail, la production industrielle a progressé de 6,1%, contre plus de 8% en 2014. Une décélération également pour les ventes au détail et les investissements en capital fixe. Mais pour de nombreux analystes, ces chiffres n'ont rien d'inquiétant. Ils témoignent du rééquilibrage que Pékin est en train d'opérer. La transition d'une économie industrielle, basée sur les investissements et les exportations, vers une économie qui privilégie la consommation, l'innovation et les services.
La Chine est en effet dans un moment clé, la transition entre ce qu'il se faisait hier et ce qu'il se fera demain. Les industries traditionnelles sont importantes alors que les industries émergentes sont plus petites, même si elles augmentent rapidement. Or, la croissance de ces industries émergentes ne compense pas le ralentissement des industries traditionnelles. Donc l'économie globale subit une pression à la baisse. Pour rebooster son activité, les autorités chinoises disposent de plusieurs outils. Baisser ses taux d'intérêt et opter pour une politique budgétaire plus expansive. Deux options qui visent à relancer la consommation. C'est un équilibre très délicat que le gouvernement doit essayer d'atteindre. Nous nous attendons à ce que la croissance ralentisse et qu'ils avancent sur les réformes au fur et à mesure de leurs possibilités. Lorsque les données macroéconomiques seront trop faibles, ils feront probablement une pause. Ils seront plus hésitants sur certaines politiques. En attendant, l'économie mondiale retient son souffle, et tout particulièrement les pays émergents. Car la Chine est le premier importateur de matières premières de la planète. L'impact de son ralentissement devrait donc largement dépasser ses frontières. Mais Xi Jinping n'a pas dit son dernier mot. Le président a entamé une tournée au Moyen-Orient. Actuellement en Arabie Saoudite, il se rendra ensuite en Égypte et en Iran. Objectif, renforcer la présence économique du géant asiatique dans la région. On évoque à présent ce coup de filet dans le secteur des agents de voyage à Jérusalem. La police israélienne a mis à jour un système d'entente sur les prix concernant des voyages tout à fait particuliers. Il s'agit de ces voyages effectués chaque année par des jeunes Israéliens en Pologne sur les sites des camps d'extermination. Une affaire qui choque beaucoup en Israël. Bonsoir Daniel Haïk. Bonsoir Jean-Charles. D'abord les faits, avant de parler du symbole, mais d'abord les faits. Oui, effectivement, la police a interpellé 9 responsables d'agences de voyage israéliennes qui sont soupçonnés d'avoir voulu former une sorte de cartel illicite et d'avoir voulu arrêter un seul prix unique pour ces fameux voyages éducatifs en Pologne. Ce sont des voyages qui concernent plusieurs dizaines de milliers de personnes, près de 30 000 jeunes de première, des classes de première en général dans l'éducation nationale. Et donc, ils ont été apparemment repérés, on va dire, par des parents d'élèves qui trouvaient exagérer le tarif de ces voyages qui se situent aux alentours de 5 500 shekels, c'est-à-dire près de 1 500 $, 1 300 € environ. Et donc, ils ont trouvé étonnant qu'il n'y ait qu'un seul tarif et que là où ils se tournaient, il y avait le même tarif. Et donc, ils ont alerté les responsables et c'est la police qui a enquête et la brigade antitrust également. Alors, c'est un symbole, c'est pour ça que cette affaire est extrêmement choquante et qu'on en parle ce soir, c'est que c'est un symbole en Israël que ce type de voyage auquel chaque jeune est invité à participer. Oui, il faut comprendre que c'est quelque part l'un des paroxysmes, l'un des points les plus importants de l'éducation nationale en Israël. C'est l'un des projets phares de cette éducation nationale en Israël depuis maintenant près de 25 ans, depuis l'ouverture, en fait, la chute du rideau de fer, depuis que l'on peut se rendre en Pologne. Eh bien, effectivement, il y a chaque année des dizaines de milliers d'élèves qui se rendent en Pologne et c'est organisé par l'éducation nationale. C'est organisé par l'éducation nationale, mais il y a au milieu des agences de voyage qui, d'une certaine manière, apparemment, auraient augmenté les prix, les tarifs de ces voyages. Et cela pose plusieurs problèmes, ces voyages, parce que il y a un débat de fond sur la nécessité, est-ce qu'il faut retourner sur les lieux du crime d'une certaine manière, là où le peuple juif a subi la plus grave, la plus douloureuse de ces défaites en Pologne, où plus de 3 millions de juifs ont péri pendant la Shoah. Est-ce qu'il faut revenir à Auschwitz? Est-ce qu'il faut, pour conforter le sentiment national, se rendre sur place? Ou alors peut-être que l'on peut se contenter de vivre ici d'une certaine manière l'histoire de la Shoah en se rendant dans des endroits comme le kibbutz de Lochamé à Getaot, qui est un kibbutz qui a été fondé par les survivants du ghetto de Varsovie, comme Yad Vashem, comme d'autres endroits qui sont des lieux de la mémoire, des sites de la mémoire en Israël. Et ça, c'est un véritable débat. Et là, il faut savoir que l'un des arguments de ceux qui sont contre, c'est le coût élevé, le fait que finalement cela coûte très cher et cela risque et crée des fractures sociales au sein de l'éducation nationale. Cela désavantage les élèves les plus nécessiteux au profit des élèves qui sont les plus aisés.
Et il arrive plus souvent que ce soit des parents plus aisés, des familles plus aisées qui aident des familles plus nécessiteuses. Cela crée un clivage social dans la société israélienne et c'est la raison pour laquelle certains estiment que c'est trop cher, beaucoup trop cher. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, 14% des plus nécessiteux participent seulement à ces voyages, alors que 86% des plus aisés participent à ces voyages. Donc le ministère de l'Éducation essaye de fournir des bourses pour compenser cette inégalité, mais cela ne résout pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est doit-on se rendre en Pologne ? Doit-on favoriser donc ce retour vers l'arrière, alors que peut-être que la perspective serait d'aller vers l'avant ? Et doit-on payer aussi cher ? On peut déjà peut-être trouver peut-être une explication au coût très élevé à travers cette interpellation des responsables des agences de voyage aujourd'hui. Merci Daniel Haïk. 9 interpellations effectivement au total dans ce scandale. On va évoquer le tennis avec la grosse surprise de ce début d'Open d'Australie à Melbourne. C'est l'élimination, vous le voyez sur cette image, de Rafael Nadal, l'Espagnol, qui connaît, on va dire, une période très délicate puisqu'il a connu une année 2015 quasiment sans titre. Il a été battu en 5-7 dès le premier tour par son compatriote le gaucher Verdasco, ce qui évidemment est la première sensation de ce tournoi. Mais malgré tout, Nadal veut garder confiance et estime que sa carrière est loin d'être terminée. Défaite en 5-7 donc, avec quelques points absolument magnifiques comme celui-ci remporté par Nadal, mais cela n'a pas suffi. C'est bien Verdasco qui s'est imposé. Une pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite.